Alors, comme il est de bon ton quand même dans toutes les expériences agiles de se mettre en énergie avant de commencer, là c'est quand même la troisième que vous enchaînez dans la salle, pour certains, donc sont ancrés dans la chaise, vous allez vous lever et vous allez... On va travailler votre corps pour travailler... Non, on ne va pas faire de clapping, ça c'est déjà fait. Clapping, j'ai été le premier à le faire à Grenoble avec Alex, donc vous allez vous rapprocher. Alors ceux qui sont tout seuls, ça va être ennuyeux, parce que vous allez devoir vous mettre les uns à côté des autres, et vous allez faire un tout petit quart de tour comme ça, et logiquement, vous avez quelqu'un en face de vous. Alors chacun a de la chance, hein. Il y en a qui ont de la... Non, c'est pas en face à face. Comme vous voulez. Alors on va tous comme ça, on va... Tous comme ça, voilà. Donc vous vous rapprochez de la personne qui est en face de vous. Tiens, tu acceptes de venir, parce que toi tu connais la scène. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va réveiller notre corps. Alors ce que vous allez faire, on va y aller doucement dans un premier temps. Vous allez poser vos mains sur les épaules de celui que vous ne connaissez pas. Et vous allez juste, pour l'instant, lui faire des petites papouilles. Voilà. Dans le vide. Pour le détendre. Vous sentez qu'il est crispé un peu? Allez-y, tranquille. Et ensuite, vous faites avec votre main gauche ou votre main droite le long de la colonne vertébrale. Pas trop bas. Vous allez juste que vous voulez, ça dépend qui. Juste pour activer un peu la colonne vertébrale. Voilà, ça c'est bon. N'en profitez pas, certains, j'en vois d'ici. Qui ont des jolies femmes devant eux, ok? Vous descendez, vous remontez, ok? Et maintenant, vous allez donner des petits coups comme ça, sur les épaules, suffisamment pour sentir, mais pas trop fort, faut pas lui faire de mal, hein? Et sur l'ensemble du dos comme ça, ok? Voilà. Il peut se pencher tu peux te pencher un peu? Voilà, juste pour... N'imaginez rien du tout. Hein? Voilà, sur les bras aussi, comme ça. C'est juste pour réveiller les chaînes musculaires, en fait. Et vous savez que quand vous réveillez les chaînes musculaires comme ça, vous réveillez le cerveau. Donc c'est pour vous ouvrir les cerveaux. C'est bon? Et ensuite, vous reposez vos mains comme ça, et puis vous allez enlever toutes les poussières qui l'emmerdent. Hein. Bon, voilà, comme ça. Hein, c'est bon, ça. Voilà. On peut y aller. C'est bon? Ouais. C'est juste pour vous réveiller un peu. Alors, ceux qui étaient en bout de chaîne, vous avez été spoilés, c'est ça? Donc, on va se retourner. Non. Bien. Je suis super content d'être ici, parce que j'ai failli pas arriver. Puisque j'arrive du nord de la France. Est-ce que vous savez où est le nord de la France? Y a-t-il le nordiste dans la salle? D'où que tu viens? Valenciennes, et les autres? Lille. J'ai vu qu'il y avait des nordistes aussi pour là. Omia. Omia, c'est avec la gorge. Hein. D'accord? Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, j'aurais peut-être des expressions du nord comme ça qui viennent. Hein. Donc vous imaginez Arras, Omia, Rouen, tout ça pour venir et ça fait plein de barrages. Hein. Donc il faut éviter les petites routes. Donc je suis super content d'être là. Voilà. Alors, je vais vous parler de quoi? Vous savez, j'ai assisté ce matin, alors merci pour l'intervention. Quelle était la première personne qui était dans la salle? Je ne sais plus son nom. Laurent. J'adore. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a partagé, c'est un peu les mêmes choses qu'on va partager ensemble. Puisqu'on va parler ce que je regarde se développe. Et donc, on va regarder des choses plutôt positives que négatives. J'ai un défi à vous proposer. Est-ce que vous voulez obtenir plus de résultats dans tout ce que vous entreprenez? Vos projets, je ne sais pas, les activités que vous avez, votre job. Est-ce que vous voudriez être meilleur dans ce que vous faites? Ouais, c'est pas unanime quand même. Hein. Généralement, quand je dis ça, les gens disent oui, non. Pourquoi? Parce qu'ils imaginent tout de suite que ça va être plus d'emmerdement, plus de difficultés, plus de problèmes. Donc, j'ai pas envie de trop bouger parce que quand même, si c'est pour en faire plus, ça va être compliqué. Moi, je vous propose plus de résultats. C'est le défi que je vous propose, en tout cas, avec moins d'efforts. Plus de résultats avec moins d'efforts, ça vous tente? Pourquoi moins d'efforts? Parce que je pense que vous travaillez trop. Trop pour ne rien faire, entre guillemets. En fait, vous faites des choses qui servent à rien. Donc on va essayer de sélectionner ce que vous allez faire pour avoir plus de résultats, moins d'efforts et surtout beaucoup plus de plaisir.
Est-ce que ça vous tente? Oui ou non? Si vous ne me dites pas oui, je me casse. Alors, plus de résultats, moins d'efforts et plus de plaisir. Oui ou non? Oui. Merci. Comme vous en avez ras-le-bol, je vais vous donner la solution tout de suite et on a terminé. Pour avoir plus de résultats, moins d'efforts et plus de plaisir, vous n'aurez qu'à faire une seule et unique chose, vous concentrer sur vos points forts. Merci à vous. 3 minutes pour un aller-retour de 5 heures, aller-retour, c'est bon. Donc maintenant, je vais essayer de vous le démontrer. C'est facile à dire, c'est très compliqué à faire. Pourquoi? Parce que la majorité des gens passent leur temps à faire quoi? À focaliser leur vie sur ce qui ne va pas. À focaliser leur vie sur les difficultés. Voire même, j'ai entendu dans la salle, à focaliser les problèmes. J'étais dernièrement dans une entreprise incroyable, je tairai le nom, en Vendée. C'était une réunion cadre. Ah oui, je ne vous ai pas dit, je suis consultant. Un de plus. Alors moi, j'ai définition de consultant, ça fait 25 ans que je fais ce métier, ce beau métier. Je ne fais rien. Je vais dans les entreprises, je regarde les gens qui bossent, qui font des vrais trucs, qui apportent de la vraie valeur ajoutée. Je pique les idées et je les revends très cher. Et ça fait 25 ans que j'en vis plutôt bien. Donc, piquer les idées, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, tout ce que je vais vous raconter, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est ce que j'ai observé dans les entreprises. Donc, je ne vais être qu'un témoin privilégié de ce qui se passe ailleurs. Donc, je vais vous vendre très cher les idées. Non, ici, c'est gratuit, donc tant mieux, puisque vous êtes un idéal d'excellence, pour vous, c'est gratuit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, justement, dans cette boîte en question, on faisait un séminaire avec des cadres. L'objectif de ce séminaire, c'était de savoir à quoi sert un cadre. J'imagine qu'il y en a peut-être parmi vous dans la salle, des cadres. Et alors là, grosse réflexion, alors ça sert à quoi, vous faites quoi, etc. Alors bon, sortie des baguettes, le cadre qu'on encadre, machin, qui ne sert pas à grand-chose. La vraie réflexion des gens était de me dire, en tant que cadre, on est là pour régler des problèmes. Alors je dis, c'est quoi un super cadre? Ben, c'est un cadre qui gère des super problèmes. Et s'il va très vite pour régler les super problèmes, il est très bon. Oui. Alors je dis, un cadre sup, c'est quoi? Ben, un cadre sup, des grands patrons, c'est ceux qui gèrent des super problèmes. D'accord? Autrement dit, ces gens passent leur temps à régler des problèmes. Comme vous, j'imagine. Okay? Sauf que ça bouffe de l'énergie de régler des problèmes. Ah mais il y a des problèmes à régler, oui. Et je leur dis, mais s'il n'y a plus de problème dans votre boîte, qu'est-ce que vous faites? Ah ben on n'existe plus. On ne sert plus à rien. Ah ouais. Donc pour exister dans la boîte, vous faites quoi? Eh bien on cherche les problèmes. Comme ça, on a du boulot. Vous savez, ça c'est comme dans l'industrie automobile, vous connaissez peut-être, il y a un terme qui ne parle pas des problèmes, qui parle des rebuts. Je ne sais pas s'il y a des rebuts dans votre métier, mais dans l'industrie, ils font des rebuts. Et je vois un jeune, je lui dis, au fait, tu t'occupes de quoi, toi? Il me dit, moi, des rebuts. Je dis, bah, tu fais quoi? Bah, j'analyse les rebuts tous les jours, pour comprendre comment fonctionnent les rebuts. Donc, je fais un point 5 minutes tous les matins, et je réunis tous les gens qui sont concernés sur les rebuts qu'on a fait. Et pour qu'ils comprennent, je leur dis là où il y a quand même 10 Clio qu'on t'a foutu à la poubelle, avec la somme de vos rebuts à la con, là. Ouais, d'accord. Et je dis, ça marche, t'arrives à réduire les rebuts? Il me dit non. Bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, le lendemain, je reviens et j'analyse encore mieux les rebuts. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont plus là, les mecs, dis donc. Parce qu'il en manque toujours un, parce que forcément, c'est pas de leur faute, les rebuts. Je dis, mais est-ce qu'il y a des pièces bonnes dans l'entreprise? Ah, il me dit, ouais, je suis à 97% de pièces bonnes et 3% de rebuts. Et 3% de rebuts, ça coûte une blinde. Je dis, mais est-ce que tu sais comment elles marchent? Est-ce que tu sais comment on fait pour avoir 97% de pièces bonnes? Il me dit non, puisque moi je m'occupe des rebuts. Je dis, mais est-ce que quelqu'un s'occupe des pièces bonnes? Il me dit, j'en sais rien. Et là, je lui dis aussi, mais si tu étais à 100% de pièces bonnes, qu'est-ce qui se passerait? J'aurais plus de boulot, puisqu'il n'y aurait plus de rebuts. Je vous ai dit l'essentiel de ce qu'on va partager. Comment j'ai découvert tout ça? C'est que j'ai eu la chance de faire partie d'un cabinet il y a 25 ans, avec un type qui est rennais. C'est des rennais dans la salle, que vous avez peut-être connu, il est décédé depuis, il s'appelait Christian Lemoine. Personne n'a entendu parler de ce mec? Bon, il est un peu vieux maintenant, il est mort en plus, donc enterré. Et j'ai participé avec lui à une aventure extraordinaire, qui était de découvrir la molécule de la réussite et de la performance. Avouez quand même qu'il y a des gens qui cherchent des trucs tarés. Et donc, pour ça, on s'est dit, comme c'était un centre de recherche et d'études,
on est allé voir des gens performants. Donc je pourrais aller voir des gens dans la salle qui sont performants. Et puis on leur a demandé comment vous faites pour être performant. Là on était déçus, ils nous ont dit peu de choses. Donc l'idée géniale de Christian, ça a été de dire, puisqu'on n'a pas beaucoup de réponses sur les gens performants, on va aller voir des gens en échec. Alors on va considérer que les gens en échec sont au fond de la salle. D'accord ? Les performances, voilà, les deux là-bas en bleu, c'est des losers de l'échec, des winners d'échec. Donc on va dire que le devant de la salle, c'est les performants, au fond de la salle, c'est les gens en échec. Et on est allé voir une troisième catégorie de population, qui étaient des gens qui étaient en performance, mais durables, qui avaient cette capacité à répéter la réussite dans la durée. C'est comme si vous alliez voir Federer en tennis aujourd'hui, ou Nadal ou Djoko, par exemple. Donc ça, c'est les gens du milieu, là. On va dire ça. C'est valorisant pour vous, quand même, non ? Donc je vais vous donner la description de toutes ces populations qu'on a rencontrées. Quand vous rencontrez des gens qui sont performants, donc on a pris rendez-vous, bonjour monsieur, enchanté. La première personne que j'avais rencontrée à l'époque, c'était Gérard Daboville. Vous vous souvenez de ce mec-là ? Il avait fait un truc inutile et puis qui a changé la vie de l'humanité quand même. Hein. Parce que c'est grâce à lui qu'il y a eu des pompes hydrauliques pour transformer l'eau salée en eau douce, qu'il a mis au grand public les recherches de nourriture lyophilisée qui ont été développées ensuite, etc. Enfin, bon. Donc c'est des trucs inutiles qui servent quand même, des fois. Et à chaque fois que vous rencontrez des gens qui sont en performance, donc ils ont plein de réussites, ils ont plein de succès, j'ai rendez-vous avec eux, je leur dis bonjour, enchanté, ça va, très bien, oui, ça va. Vous avez un peu de temps ? Non. On avait rendez-vous, j'ai juste 10 minutes à vous accorder. À votre avis, pourquoi les gens qui sont en réussite n'ont pas de temps à vous accorder ? Parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire, puisqu'ils sont débordés pour leur réussite. Donc, ils n'arrêtent pas de s'investir dans ce qu'ils font. Alors, pour peu que le mec, en plus, il soit passionné par ce qu'il fait, alors là, ça devient une drogue. Les geeks, par exemple, il y en a peut-être dans la salle, okay, ou le mec qui est passionné par ce qu'il fait pour fabriquer des pièces, ou le mec qui est passionné par sa recherche, ou le mec qui est passionné par l'enseignement, ou le mec... Dès que le mec est passionné, il va passer beaucoup de temps, il adore faire ce qu'il fait, et donc, il n'a pas le temps de faire autre chose que ce qu'il aime faire. Vous me suivez ? Vous êtes tous comme ça. Et en plus, c'est génial pour lui, pourquoi ? Parce qu'il aime ce qu'il fait, il a des réussites, il a de la reconnaissance, il a peut-être un peu de pognon qui va avec, donc tout va bien. Sauf qu'il a un petit souci quand même. C'est que généralement, quand vous lui posez la question « Pourquoi ça marche ? Pourquoi tu as réussi ? Pourquoi tu arrives à faire ce que tu fais vite et bien ?» Il vous dit « J'en sais rien parce que j'ai autre chose à foutre, il faut que je bosse. » Parce que ces gens-là, en fait, ils n'ont pas le temps de s'arrêter. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors bien évidemment, vous voyez ça dans les entreprises aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises où il y a beaucoup de projets qui s'empilent les uns les autres. Okay. Donc on bosse. Puis en plus, on aime ça. Donc on continue, on commence, on s'investit, on y va. Puis là, quand tu leur dis « Mais il se passe quoi ?» Il dit « Je m'éclate. J'adore ce que je fais. » Tu te reposes quand ? J'ai pas le temps. Tu vois ta femme et tes enfants ? J'ai pas pu non plus. C'est pas possible. Est-ce que tu fais un peu de sport ? Non, parce que j'adore ce que je fais. Donc ces gens qui sont performants, ils sont tellement investis dans ce qu'ils font, qu'ils passent leur temps à faire ce qu'ils font. Et ils adorent ça. Puis en plus, ils vous disent, j'ai de la chance. J'ai des gens autour de moi qui sont super. Il y a des gens souriants, il y a des gens qui réussissent, je suis bien entouré, j'ai les bons produits, j'ai un mec qui m'a aidé pour... Enfin, ils ont une vie positive de ce qui se passe dans la vie. C'est super, non ? Quel est leur problème ? Ils ont juste un petit souci, c'est qu'ils vous disent « ça ne va pas durer ». Et alors, plus ils se disent « ça ne va pas durer », plus ils font quoi ? Plus ils bossent, pour éviter que la chute arrive. C'est extraordinaire. Et, là, et au bout de 10 minutes, il te dit « bon monsieur, il faut qu'on s'arrête là, parce qu'il faut que j'y retourne, parce que ça ne va pas durer ». Et ça, c'est incroyable, c'est que plus on a peur que ça s'arrête, plus on réinvestit. Quel est le problème de ces gens-là, en fait ? C'est qu'ils n'ont aucune conscience de ce qui fait que ça marche. Ils ont juste le plaisir du résultat, l'adrénaline du résultat, de la reconnaissance que ça apporte. C'est génial, sauf qu'ils ne savent pas pourquoi ça marche. Et alors, le gros problème qui va se passer chez ces gens-là, c'est que plus ils vont s'investir pour que la durée dure, plus ils vont se prendre un mur dans la gueule, qui va être quoi ? Le corps, comme on a fait tout à l'heure. Sauf que le corps, il ne va pas dire « tiens, tu vas bien ». Il va dire « oh putain, j'ai mal au dos, oh, j'ai mal à la tête, oh, c'est dur ». Et après, vous commencez à avoir des expressions qui sortent « j'en ai plein la tête ».
Ça commence par là, généralement. Hein. Après, j'en ai plein le dos, puis ça finit par... Vous le savez comme moi. Et là, le mec, il pète. Et ça s'appelle un burn-out. Et sachez que l'essentiel des burn-out ne viennent pas de gens qui sont tristes dans leur métier, mais au contraire, qui adorent ce qu'ils font. Et ils adorent tellement ce qu'ils font qu'ils ne font que ça. Donc ils vont en crever. Okay. Donc c'est le premier signe, c'est leur corps qui va péter. Et puis, la deuxième chose qui va se passer, c'est qu'ils sont tellement enfermés dans leur projet, tellement enfermés dans leur business, tellement enfermés dans leurs actions à mettre en œuvre, c'est qu'ils ne voient pas ce qui se passe ailleurs. Ils ne voient pas le marché, ils ne voient pas les concurrents, ils ne voient pas les difficultés qui vont arriver, ils ne voient pas l'orage. Ils sont enfermés. Ils adorent ce qu'ils font. Donc, moralité, c'est les premiers candidats à l'échec. Et alors, c'est ça qui est génial, c'est que quand vous allez ensuite voir des gens en échec, première fois que vous les rencontrez, ils vous disent quoi? Bonjour monsieur, enchanté, je suis ravi de vous rencontrer. Vous avez un peu de temps à m'accorder? J'ai tout le temps qu'il faut. Ben, c'est normal, le mec, il est arrêté. Il avait des appels d'offres, il n'en a plus. Il avait un match, il était dans un tournoi, ben, il a toute la semaine pour réfléchir. Il est planté dans son projet. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrêtent. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dès que les gens s'arrêtent, qu'est-ce qu'ils font? Ils psychotent. Et là, ils commencent à réfléchir, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Alors, pour peu que le mec, il ait bac+20, il ait fait des grandes écoles pour trouver l'analyse de la valeur, le problème racine, avec les règles d'Ishikawa, les machins, les Rex, et toutes les conneries que vous avez là, les trucs là, les outils, il va trouver le problème racine. Okay. Et le problème racine, 9 fois sur 10, vient de quoi? Des autres. C'est assez incroyable. Toute l'analyse qu'il va faire pour comprendre l'échec, 9 fois sur 10, c'est les autres. Alors là, regardez la vie, c'est extraordinaire. Vos enfants, par exemple, hein, j'en ai fait 4, donc je me suis entraîné. Ma chérie, tu as eu une mauvaise note en maths, tu as eu 4 sur 20. Que s'est-il passé? Papa, j'ai réfléchi. Tu sais ce qu'elle a dit, la prof? Tu sais ce qu'elle a fait, la prof? Elle nous a interrogés sur un truc qu'on n'a jamais vu en cours. Est-ce que tu le crois? Et puis, c'est pas tout, parce que j'ai réfléchi. D'habitude, elle nous prévient. Là, elle ne nous a pas prévenus. Puis d'habitude, on a 1 heure, puis là, c'est 30 minutes. Puis d'habitude, je suis à côté de Julie. Non, pardon. Pardon. Enfin, toi, il y a plein de causes qui m'empêchent de réussir. Et tu dis les autres, ah, je sais pas comment ils font. Ils ont peut-être de la chance. Mais en tout cas, moi, j'y suis pour rien, en plus, elle est conne. Bon. Alors, dans les entreprises, je ne sais pas chez vous, mais ça, c'est magique. Généralement, le dernier mois, j'ai vu Jean-Christophe, une boîte industrielle dans le nord de la France, responsable de prod. Comment tu vas? Ouais, c'est dur en ce moment. Il y a du boulot, les projets, tout ça. Mais attends, on a réfléchi. On a fait un arrêt sur image. Je me suis posé avec mes cadres. Eh bien, on a trouvé. Et tu sais d'où ça vient, notre problème de production? Ces connards de commerciaux. Ils ne nous filent pas en temps et en heure leurs prévisions de vente. Donc, t'imagines après, comment je fais mon plan de charge, comment je fais venir mon personnel, comment j'organise mes appros, comment. Ben, nous, on est obligé de régler le problème derrière. On bosse comme des tarés parce que ces connards de commerciaux, ils ne font pas le boulot. Mais c'est pas tout. Parce que les RH, quand je leur demande des intérimaires pour aller à un peu plus de monde, eh ben, ils ne sont pas là. Ils n'ont pas le personnel. La maintenance, ça, je vous en parle même pas. Les machines, elles ne marchent jamais. Ils nous arrêtent au moment où on produit, ils ne sont jamais là quand on a besoin d'eux. Et alors, le pire, c'est quand même l'informatique, il faut les connaître. Parce qu'ils nous ont vendu un truc qui allait nous sauver la vie, qui allait nous faciliter la tâche, le SAP dernier cri, là. Et bien, quand on tape, ça ne marche pas. Puis les données que j'avais avant, je ne les trouve pas. Puis quand je les appelle pour savoir comment je peux l'utiliser, ils disent « on n'a pas le temps ». Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se démerde. Alors, il y a des boîtes, elles sont plus intelligentes que ça. Comme ils gèrent des problèmes, ils se sont organisés. Ils ont créé des teams d'experts. Task Force, c'est comme ça, je ne sais plus. Alors, on a mis le meilleur commercial, le meilleur producteur, le meilleur informaticien, le meilleur RH, le meilleur financier. Ensemble, ils se réunissent généralement 1 fois par semaine, en début de semaine, le lundi. Généralement, il y a aussi un organisateur au milieu, quoi, okay, qui s'appelle Boss. Ils appellent ça CODIR, COMOP, COMEX, COPIL, quelque chose. Et toutes les semaines, ils se réunissent ensemble. Et là, le rituel est toujours le même, parce que c'est super organisé.
Bon, toi, tu t'occupes de la prod, tu vas m'expliquer tous tes problèmes du moment. Et là, tu listes tes problèmes. Toi, tu es au RH, tu vas m'expliquer tes problèmes du moment. Toi, tu es en... Et chacun liste les problèmes. Alors le chef, il dit, putain, il y en a beaucoup, les gars, là. Ça va faire une journée chargée. Donc, je vous propose qu'on priorise les problèmes. Donc là, il fait les 5M pour identifier quel est le problème racine et quel est, sur les 200 problèmes qui sont à régler, les 5 qui vont régler dans la journée. Et comme vous avez des experts, ils ont juste 2h30 pour régler 5 problèmes stratégiques pour l'entreprise. C'est normal puisque c'est des capsules. Et ils trouvent tous des solutions à chaque fois. La solution, elle est simple. On va expliquer aux cons qui ne font pas leur boulot comment ils vont le faire. On appelle ça une stratégie de redressement rapide des résultats. Mais on présente ça sur une stratégie avec un beau PowerPoint pour expliquer le boulot qu'ils ne savent pas faire. Et les gens qui reçoivent ça, ils vous disent quoi? Oui, chef. Ils ne veulent pas être emmerdés quand même. Parce qu'on leur dit qu'ils sont nuls. Et qu'on va leur apprendre à bosser puisqu'ils ne savent pas bosser alors que ça fait 30 ans qu'ils sont dans la boîte. Parce que j'ai oublié de dire quand même que les cadres sont là depuis 3 ans alors que les opérateurs sont là depuis 30 ans. Donc c'est des cons quand même, il faut leur expliquer leur métier à ces gens-là. Généralement, il ne dit rien, l'opérateur, puis la semaine suivante ou 15 jours suivants, le même problème ressurgit au CODIR. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils refont un deuxième plan stratégique qui analyse de nouveau le problème au cœur du problème. Hein? Puis là, il faut focal sur le problème. Et puis du coup, maintenant, il y a 2 stratégies à mettre en œuvre pour les opérateurs. Et là, il dit, je prends laquelle? Les 2 pour que ça marche mieux. Et là, on empile les stratégies pour régler les problèmes de l'entreprise. Vous avez bien compris que ça, c'est pas chez vous, hein, bien évidemment, c'est que dans le Nord. Hein. Le problème de ces gens-là, c'est quoi? C'est qu'ils passent leur temps à regarder les problèmes. Alors vous avez dit, c'est des cons, ces mecs-là, c'est pas intelligent de faire ça quand même. Ben, nous, en tant que parents, on fait la même chose. C'est ce que j'appelle le syndrome du bulletin de notes. Votre enfant, il revient avec 17 en français, 15 en histoire G, 3 en maths, 20 en sport et 20 en anglais. Et là, on lui dit, chérie, ton bulletin, il est pas mal. J'adore cette expression de merde. Pour dire qu'on est content, on dit pas mal. Ça a été à Gilles Rennes? Ouais, c'était pas mal. À l'autre, il dit que t'es vraiment content. Ah non, c'était pas mal du tout. Puis t'as le troisième, il dit, non, non, c'était pas mal non plus. Puis t'as le quatrième, il dit, c'était vraiment pas mal du tout non plus. Autrement dit, c'était top. Pourquoi je vous dis ça? Vous imaginez quand même, on passe son temps à dire des choses négatives pour transmettre un message positif. Et généralement, ça dure 2 secondes et demie. Et on rajoute derrière, mon chéri, ton bulletin, il est pas mal, mais chéri, il faut quand même qu'on t'aide en mathématiques. Parce que tu sais, il faut donner du sens. Les mathématiques, c'est la vie, quoi. Sans mathématiques, t'es mort, mon chéri. T'es pas prêt de t'en sortir. Tu te rends compte? Regarde les sélections des écoles, etc., etc. Si tu veux devenir un brillant informaticien comme ton père. Mais t'as de la chance, tu sais pourquoi? Papa adore les maths. Donc papa va t'aider en mathématiques. Ben là, je vous dis que plus vous êtes balèze dans un domaine où l'autre est nul, plus ça va être une catastrophe pour l'autre. Ça s'appelle le syndrome des profs agrégés. J'espère qu'il n'y en a pas dans la salle. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Hein. Et plus vous savez, plus vous considérez que c'est simple, alors que l'autre, pour lui, c'est compliqué. Et donc là, on va passer 2 heures avec le gamin pour faire quoi? Comprendre où est son problème. Parce qu'il faut trouver le problème racine de ce gamin, pourquoi il a 3 sur 20 en maths. Et là, il vous dit rien d'ailleurs, parce qu'il n'a pas envie d'en parler. Si, une fois qu'il a divéré toutes ces conneries, quoi, alors c'est quoi qui t'arrive? Et là, vous avez trouvé le problème racine, il ne connaît pas ses tables de multiplication. Oh putain, j'ai le levier. Donc comme j'ai le levier, je fais du lead management. Vous connaissez le lead management? On étudie le flux. Et on va prendre tous les points de passage incontournables où ça va devenir important. Autrement dit, le matin, quand il se lève le matin, l'enfant, il va aux toilettes. Vous mettez une table de multiplication, ça marche. Ensuite, c'est dans la salle de bain, sur la glace. Bon, s'ils sont ados, hein, oubliez, ils zappent la salle de bain. Ensuite, ils vont au petit déjeuner. Là, vous mettez sur la porte du frigo, important. Et surtout, le set de table plastifié. Donc ça, et vous avez tous, hein, parce que si ce n'est pas un problème de maths, vous avez des sets de table. Sur tous les aires d'autoroute, ça se vend. Hein. Les verbes irréguliers, les règles de grammaire, les dates historiques, enfin, les sets de table, c'est super efficace. Et pour peu que vous ayez été faire une conférence, on vous dit votre enfant est peut-être auditif,
Purée, j'ai dans la bagnole la clé USB avec les chansons des tables de multiplication. Et quand il rentre à 17h le soir, alors ça a été ta journée, mon chéri? Il te dit, papa, j'ai créé une papinade. Non, enfin, c'est plus papa maintenant, excusez-moi. Maintenant, c'est une Messi ou c'est une Griezmann, enfin, parce qu'il fait du foot dans la cour, puisqu'il avance sur le sport, il adore le sport. Et alors, 3 fois 3, ça fait quoi? 7. Oh putain. Écoute, cet après-midi, on va supprimer le foot dans le jardin et on va faire des mathématiques avec papa. Et là, vous savez quoi? Ça va être une spirale infernale. Et on me dit, t'es bien comme ta sœur et ton autre frère. T'es tous des nuls en maths ici. Sauf que, pourtant, j'adore les maths, je comprends pas le truc. Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans tous les cas de figure que je vous propose, là? C'est que les gens, face aux difficultés, face à ce qu'ils vivent, passent leur temps à trouver les problèmes, et régler les problèmes, et se faire chier avec les problèmes. Alors déjà, ils vont avoir du mal à trouver des solutions. C'est exactement ce que nous donnait notre intervenant ce matin entre soit les problèmes, soit les solutions. Mais au-delà de ça, c'est que ça bouffe une énergie énorme. Donc comme ça bouffe de l'énergie, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus d'énergie pour trouver des solutions sur ce qui va, puisque tout va bien. Et donc on a trouvé une troisième catégorie de population. Les fameux milieux de salle. Les performeurs durables. À votre avis, quel est leur secret? Et je vais vous raconter tout de suite. Quand vous rencontrez un performeur durable, un des premiers que j'ai rencontré moi, c'était Antoine Ribou. Vous vous souvenez? Créateur de BSN Danone. Bonhomme de 1m60. Je le rencontre à une inauguration du musée de la moutarde à Dijon. Il y a beaucoup de monde. Parce que Amora fait partie du groupe. Et là, je dis, monsieur Ribou, vous accorderiez un peu de votre temps pour qu'on puisse échanger ensemble sur demain matin, 8h. Oh putain. Et là, tu te dis quand même, il y a un truc bizarre. C'est que ce mec, il est patron d'une des plus grandes entreprises françaises qu'il a créées lui-même d'ailleurs, et il te dit, demain matin, 8h, jeune homme, je vous reçois pendant 1 heure. Et ça, c'est un truc qui est interpellant. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans la performance durable, ils ont du temps. À quoi va servir ce temps? Et donc, je rencontre ce monsieur, et à chaque fois que vous rencontrez des gens comme ça, qu'est-ce qu'ils vous disent? Expliquez-moi, monsieur, le secret de votre réussite. Eh bien, ça repose sur quoi, jeune homme? Prendre du temps. Et comment vous faites pour prendre du temps alors qu'il y a beaucoup de boulot? Eh bien, il dit justement, à chaque fois que je réussis quelque chose, qu'est-ce que je fais? Un stop. Je fais un arrêt sur image. Pour faire quoi? Pour essayer de comprendre pourquoi j'ai réussi ce truc-là. Puisque vous avez réussi, monsieur, c'est pas nécessaire. Il va être ici. Parce que tant que je ne sais pas comment j'ai fait pour réussir, qu'est-ce qui va se passer? Je ne pourrai pas le reproduire. Autrement dit, l'essence même de la réussite de ces gens-là, c'est quoi? Comprendre quelle est la clé de leur réussite. Et alors c'est extraordinaire parce que du coup, ils vont s'arrêter, ils vont se poser, ils vont faire des REX, c'est ça, un truc comme ça, là? Retour d'expérience, ou des trucs que vous faites, là, des arrêts sur image. Ah, vous en faites des arrêts sur image, hein, plein. J'ai bien compris. Hein. Sauf qu'à chaque fois que vous faites un arrêt sur image, c'est pour voir ce qui n'a pas été. Et si vous faisiez la même chose, pour voir pourquoi ça a marché. Pourquoi vous avez eu cet appel d'offres? Pourquoi vous avez des clients qui viennent? Pourquoi le projet, on a réussi à le faire? Pourquoi? Et là, vous n'avez pas de réponse au départ, parce que vous allez dire, c'est rien, on a fait ce qu'il fallait. Parce que si vous posez à votre enfant, pourquoi tu as eu 18 sur 20? Il va vous dire quoi? J'aime bien la prof, j'aime bien la matière, et puis voilà. Et comment tu t'es organisé? J'en sais rien, puisque ça marche. Et je vais raconter une anecdote que j'ai vécue, parce qu'à une certaine époque, je faisais du tennis. À une certaine époque. Et je coachais, j'accompagnais l'entraîneur qui accompagnait lui des équipes de haut niveau. Et donc, il me servait de sparring partner et il se testait sur moi aussi. Et donc, on fait un jour 21 points ensemble, donc sans service, des échanges. Et à partir de ça, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, je lui fais un coup magnifique et je lui mets la balle à 3 mètres de lui. Donc là, je suis content. Et je manifeste ma joie. Yes! Je t'ai niqué! Jean-Pierre me dit, bravo Stéphane. Par contre, qu'est-ce que t'as fait là? Je dis, j'en sais rien, mais je t'ai niqué. Ah ouais. Il me dit, mais qu'est-ce que t'as fait Stéphane? Il me pose la question, arrêt sur image sur un point gagnant. Ah, je dis, je sais pas, je t'ai niqué. Allez, on continue, on reprend. Pourquoi?
Je suis dans mon flot, là, je vais bien, là. Il me dit, non, on va s'arrêter. Mais tu te déconnes ou quoi? Tu vas casser mon rythme. Non, 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 on va s'arrêter. Tu vas m'expliquer comment tu as fait ce geste-là. Mais lequel? Ben, je sais pas, t'as vu que tu as fait un revers, comme ça? Ouais, peut-être. Ah ouais, maintenant que tu le dis, ouais, c'était un revers. Et il me dit, tu as fait un revers à la McEnroe. Il me dit, c'est pas forcément le revers des plus académiques du monde. Pourquoi? Parce que le revers de McEnroe, pour ceux qui se souviennent, je frappe face terrain. C'est pas un beau revers à la Federer, non. Frappe terrain et il frappait comme ça. Il me dit, bah t'as fait ce geste-là. Et t'as gagné, point. Ouais. Et alors? Il me dit, tu sais la différence entre McEnroe et toi? Ça, c'est méchant. J'étais 30 à l'époque, et lui, il était, voilà. Et il me dit, lui, ce geste-là, il l'a fait 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois. Toi, tu l'as fait une fois dans ta vie, et tu es incapable de le reproduire. Oui. C'est vrai que... Alors, dites-vous ce qu'on va faire? On va arrêter l'entraînement, là. On va arrêter les 21 points. Et maintenant, on va décortiquer comment tu as fait ce geste-là. Eh bien, je vous assure que c'est fastidieux. Parce que tu ne sais pas comment tu l'as fait. Sauf que là, quand tu passes une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure à décortiquer comment tu as fait ce geste-là, où était ma main, comment étaient mes épaules, où était la balle, comment je me suis placé, vous avez fait quoi là? Vous mettez en conscience ce que vous avez fait naturellement. Et c'est toute la différence entre les gens performants et les gens qui ont cette capacité à durer dans le temps. C'est que le mec qui est performant, il est dans son énergie, il est dans sa boucle, tout va bien, sauf qu'il a conscience de rien. Et pourtant, il a fait le geste. Le performant durable, il a fait un arrêt sur image et il a essayé de comprendre pourquoi ça marchait. Et du coup, il a conscientisé un truc qu'il avait fait intuitivement, naturellement. Sauf que plus vous allez créer de conscience, plus vous allez créer de confiance. Et plus vous avez confiance, plus vous avez d'énergie. Autrement dit, les gens dans la performance durable ont cette capacité magnifique à faire des arrêts sur image à chaque moment où ça gagne. Voilà, vous allez me dire, oui, on n'a pas le temps. T'as vu tout ce qu'on a à faire? Eh bien justement, plus vous passerez du temps pour comprendre pourquoi ça marche, plus vous irez vite ensuite pour régler plein de problèmes. Parce que comme par hasard, dans la réussite analysée, vous allez trouver des solutions probablement sur les difficultés que vous rencontrez. Parce que votre gamine, si elle réussit en maths ou en histoire géo ou en français, peut-être que la manière dont cet organe s'organise et le process sera très utile sur l'autre matière où elle a plus de difficultés. Parce que ce n'est pas le résultat qui compte, c'est le process. Et là, ce qui est dingue, c'est qu'une fois qu'on avait fait cet exercice de conscientisation, je dis, maintenant, on va rejouer. Il me dit, non. Avant que tu rejoues, je vais te mettre un handicap. Il m'a attaché le bras dans le dos. Et il m'a mis 200 grammes à chaque cheville. Il m'a dit, maintenant que tu es conscience de ton geste, est-ce que tu es capable de refaire ce geste-là sous contrainte? Le salaud. Et comme par hasard, il va falloir que je sois inventif pour trouver des solutions en utilisant mes forces sous contrainte. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que plus vous allez conscientiser vos forces, plus vous allez avoir d'énergie, plus vous allez avoir des solutions positives, et plus vous allez pouvoir traiter les problèmes. Parce que il y a une autre solution face à l'échec. Ok, je suis à 50% de mes résultats. Ok, mais j'ai fait 50% de résultats. Et comment on a fait les 50% de résultats? On ne le sait pas non plus. Et vous savez qui m'a appris ça? C'est un monsieur qui s'appelle Gérard Mullier. Peut-être certains d'entre vous le connaissent de nom. C'est le créateur de Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, Noroto, Kaby, etc., etc. L'Empire Mullier. Première fortune de France qui s'est faite toute seule. Parce que ce n'est pas un héritage chez lui. J'ai eu la chance de travailler avec ce monsieur pendant 3 ans. Et un jour, il me dit, il faut que je vous raconte. Je lui dis, au fait, monsieur Mullier, expliquez-moi le secret de votre réussite. Mais il me dit, ça a été un échec cuisant. Le premier magasin que j'ai créé à Auchan, le lieu dit, à côté de Roubaix, eh ben, ça a été un dépôt de bilan. Et là, j'étais criblé de dettes. Et là, j'étais dans la merde. Eh bien, on a fait un arrêt sur image avec l'ensemble de notre équipe. Et on ne s'est pas dit pourquoi on s'est planté. Puisque de toute façon, on était planté. On s'est dit, qu'est-ce qui a marché dans ce plantage? Eh bien, je peux vous assurer qu'au début, M. Bijard, on a eu beaucoup de difficultés à trouver des solutions.
Pourquoi? Parce qu'on était dans le plantage. Et à partir de pourquoi ça a marché? Qu'est-ce qui a marché dans ce plantage? Et bien ça, ce sont toutes les fondations que vous allez retrouver aujourd'hui dans toutes les entités Mulliez. Les mêmes fondations créées il y a 40 ans après ce premier échec. Est-ce que vous voyez l'idée majeure? Travailler les forces, c'est comprendre le processus qui m'a amené à un résultat positif. Sauf que vous le faites tous, vous n'en avez pas conscience. Le gros problème que vous avez, comme moi, un peu moins moi maintenant que vous, quoique, c'est que j'ai été élevé pour travailler sur les difficultés. À l'école, dans les médias, regardez les médias, c'est magique. Vous voulez continuer à souffrir? Regardez le 20h tous les soirs. 16 à 20 millions de gens tous les soirs, un tiers de la population. Regarde quoi? La puanteur de ce qui se passe dans notre pays, avec des experts qui vous expliquent le comment du pourquoi de la chose. Le seul qui arrive à avoir un message positif, c'est Pernod, on se fout de sa gueule. Okay. On est entraîné à ça. Le problème, c'est que ça crée des spirales infernales, de bordel incessant. Autrement dit, si vous voulez avoir des succès rapides, avec moins d'efforts et plus de plaisir, vous faites une seule chose. Vous commencez par travailler pour comprendre pourquoi ça marche, dans vos projets, dans vos métiers, et donc auprès de vos enfants, auprès de vos conjoints, auprès de vos amis. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton secret? Et au début, vous serez frustré, parce qu'il n'y a pas de solution. Et plus on va creuser, plus les gens vont commencer à trouver des idées. Et là, vous faites ça tout bêtement, par exemple, le soir avec vos enfants au moment de s'endormir. Ma chérie, comment t'as vécu ta journée? Ouais. Qu'est-ce que t'as vécu de génial aujourd'hui? Les 3 kiffs. Qu'est-ce que t'as adoré faire? Et comment tu l'as fait? Entraînez-les à faire ça. Entraînons-nous à faire ça. Alors, pour vous prouver que ça marche, parce que moi je l'ai vécu dans le sport, dans l'entreprise, partout, je vais vous présenter une petite vidéo, toute simple, de Laurent Tilly. Vous voyez qui est Laurent Tilly? Entraîneur de l'équipe de France de volleyball. Il a repris l'équipe en 2014, moribond, plutôt en difficulté. Et il en a fait une des meilleures équipes du monde aujourd'hui. Et vous allez voir quel est son principe, sa manière de fonctionner. J'aurais pu prendre une vidéo de Nesta. On aurait eu le même résultat. J'aurais pu prendre la même vidéo de Popovic, entraîneur de l'équipe des Spurs de San Antonio. Même profil. Donc comment je fais pour lancer la vidéo? Je vais y arriver, ça? La communication est centrale en fait, même si au départ je n'en étais pas convaincu. Donc je me force à essayer d'être un bon communicant, en tout cas de faire croire aux gens qu'on peut réussir. Donc le but de la communication c'est ça, c'est toujours être capable de rebondir sur ce qu'on a fait, sur une victoire ou sur une défaite. Vous entendez ce qu'il dit? Rebondir sur ce qu'on a fait. Il ne dit pas rebondir sur ce qu'on a pas fait. Sur ce qu'on a fait, autrement dit, ce qu'on a bien fait. Que ce soit dans une victoire ou dans une défaite. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. La communication est importante pour expliquer et donner du sens à ce que font les joueurs. Il ne faut pas surcharger en communication. Je ne suis pas quelqu'un qui communique à tout crin. J'essaye de rester dans une communication efficace, en sachant que les mots ont un poids que s'ils sont utilisés avec parcimonie dans un groupe. Je reviens vite, j'attaque, j'écrase, je repars vite dans la position, j'attends la position et je repars. D'accord? En tant que coach, dans tout ce qu'on va dire, c'est comme si on avait un revolver avec 6 balles. Pas plus. Parce que la balle qu'on aura utilisée une fois, on ne pourra pas l'utiliser une deuxième fois. Et il faut savoir que les discours qui se répètent n'ont plus la même force. Donc j'ai un barillet à 6 balles et je fais très attention aux balles que je tire. Mon grand principe d'entraîneur, dans un sport comme le volley où ça va tellement vite, c'est j'entraîne des automatismes. Que le joueur reconnaisse une situation de jeu, je vais faire ça. Situation de jeu, je vais faire ça. Donc là, ça revient à une communication
très simple. Les consignes, en fait, on les réduit à 3-4 points clés. On ne fait pas de la théorie. On n'écrit pas un livre. On ne résout pas un problème mathématique. On fait du sport. Avec l'émotionnel qui peut parasiter les réactions du corps, avec l'adversaire qui peut vous faire déjouer, avec etc., etc. Donc du coup, on essaye de cibler 3-4 consignes efficaces que les joueurs peuvent réaliser et que les joueurs peuvent comprendre. Donc en fait, on a un énorme travail de sélection des consignes. Quel type de consignes donner? Parce qu'effectivement, trop de consignes tue la consigne. Et alors, à votre avis, sur quoi vont être ciblées les consignes? Faut que tu te bouges le cul parce que t'es mauvais. C'est marrant, je suis pas sûr que ça marche comme ça avec Kelly. J'essaye surtout de garder le côté, d'avoir une communication positive. Pour tout, même pour travailler la technique, plutôt que de dire non, c'est un mauvais geste, j'attends le moment où il fait un bon geste, enfin le geste juste, pour dire là, tu as fait juste. Vous entendez ça? Tout est résumé dans cette phrase. Le mec, il fait un mauvais geste, qu'est-ce que je fais? Alors bien évidemment, tout dépend de la responsabilité que vous lui donnez. Donc adaptez la responsabilité pour qu'il puisse tenter des trucs, autorisez-le à se planter. Et il va apprendre. Donc il fait, je dis rien. Par contre, dès que je le vois réussir, qu'est-ce que je fais? Je stoppe pour faire quoi? Conscience. Et je vais lui dire, ou je vais lui faire prendre conscience si j'ai encore plus de temps. Il fait le mauvais geste, je dis rien, je dis rien, je dis rien. Là, tu as fait juste. Parce que je pense qu'on renforce plus facilement par le positif que par le négatif. La phrase négative va souligner le côté qu'il ne faut pas faire. Et je vais rester avec l'idée, ce que je ne vais pas faire. Style service, par exemple. Tu lances ta balle trop basse et tu ne peux pas servir. Tu lances ta balle trop basse, lance ta balle plus haut. Hop, automatiquement, j'ai un objectif. En tant que joueur, j'étais frustré d'entendre, un entraîneur qui dit il faut bien réceptionner. Oh, je suis bête quand même, j'y avais pas pensé. Comment tu peux bien réceptionner? Tu pars plus loin, mets tes appuis décalés, relâche-toi, regarde la balle, donner des clés pour se concentrer sur quelque chose qui fasse oublier le stress que j'ai ou les tilts que j'ai dans ma tête à ce moment précis. Je suis très intéressé à trouver la bonne consigne pour qu'elle percute et qu'elle donne un sens à ce que le joueur va faire. C'est important de contrôler sa gestuelle, parce que tout le monde vous regarde. Peut-être pas ceux qui sont sur le terrain, mais les remplaçants qui sont derrière, ils vous voient. Et c'est vrai que j'essaye de contrôler ces moments d'énervement qu'on peut avoir. Et je veux que mes joueurs aient l'attitude du boxeur qui rentre sur le ring. Et je me bats sur cette attitude-là. Et je ne les lâcherai pas sur cette attitude-là. Ils peuvent rater toutes les balles qu'ils veulent. Je ne les engueulerai pas parce qu'ils avaient la bonne attitude. Si par contre, ils ratent et qu'ils n'ont pas la bonne attitude, je les descends. Ou s'ils réussissent en ayant la mauvaise attitude, je les descends. Parce que par l'attitude, par le comportement, on influence sur le mental. On arrive à modifier l'implication et la détermination des joueurs. Et dans le sport de haut niveau, c'est ce qui fait la différence à un moment donné. Donc le sport de haut niveau ou la performance de haut niveau. Donc, vous imaginez le geste? Lance la balle plus haut. Alors que nous, on dit quoi? Fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Sauf qu'on ne donne pas de solution. On dit ce qu'on ne veut pas. Autrement dit, c'est la phrase clé qu'on a partagée. Ce que je regarde se développe. Ce que vous regardez, vous êtes des metteurs en scène. Vous êtes des chefs d'orchestre. Vous êtes des managers, des responsables de projet, des parents. Et là où vous mettez la focale, vous allez développer. Ça veut dire que si vous passez votre temps à regarder ce qui ne fonctionne pas, vous le développez. Si vous passez votre temps à regarder ce qui fonctionne pour savoir comment ça fonctionne, vous le développez. Alors bien évidemment, si vous n'avez pas le temps, vous ne regardez rien. À ce moment-là, ce n'est pas vous qui décidez ce qui va se développer. À vous de choisir. Mais ça veut dire que c'est seulement dans la relation avec les autres, mais aussi dans notre mode de fonctionnement interne. Donc là, ce n'est pas ce que je regarde, c'est ce que je pense. Est-ce que je pense que je vais me planter? Vous allez vous planter.
Est-ce que je pense que ce projet est pourri? Je fais en sorte qu'il soit pourri. Est-ce que je pense que je travaille avec un connard? Vous allez le fabriquer connard. C'est véridique. Si vous pensez que ce mec a un potentiel, vous allez le développer. Si vous pensez que ce projet est excitant, vous allez le rendre excitant. Si vous pensez que notre pays est magnifique, on va le rendre magnifique. Et ça change tout dans nos modes de vie. Mais regardez le nombre de négations qu'on a sur les gens qui nous entourent et le nombre de choses positives qu'on a sur les gens qui nous entourent. Donc comme on m'a fait un signe que c'est 0, on va finir sur un truc à faire ensemble. Est-ce qu'il y en a un qui veut être cobaye et venir avec moi sur la scène? Tu veux accepter? Je vois que tu étais prêt à bouger. Vous allez bien regarder ce qu'on va faire ensemble parce que vous allez tous le faire ensuite. Et on se quittera là-dessus. On va faire une expérience. Regarde, cette belle assemblée. Ils sont beaux, hein? Pas tous? Dégage. En tout cas, t'es musclé, t'es puissant. Donc on va vivre une expérience ensemble. Tu vas tendre ton bras comme ça, bien droit. J'appuie sur ton bras, tu résistes. Mon objectif, c'est de te plier le bras et toi de résister. T'es prêt? Te marre pas. Vous pouvez l'applaudir? Non. Une musculation peut-être? Même pas, naturel. Ah, on va s'entendre. Maintenant, on va refaire l'exercice, sauf que tu vas perdre. Oh oui. Tu vas tendre ton bras, tu vas juste dire avant. Non, non, non et non. Et que la salle tende au fond. Et ensuite, tu résistes. T'es prêt? Non, non, non et non. C'est quoi ça? Et ça que dogaba? Pichoploya, pas terrible là? Refais-le parce que t'étais surpris. Vas-y. Ouais, tu peux recommencer. Non, non, non et non. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Tu vas finir en beauté. Oui, oui, oui et oui. Oui, oui, oui et oui. Il est trop fort! Tiens, merci. Et pour vous prouver que c'est pas de la magie, vous allez tous vous lever et tous le faire. Donc vous appuyez au niveau du bras, au niveau du coude, parce que là il y a une amplitude, une fois neutre. Alors bien évidemment, essayez d'avoir des masses musculaires semblables, ou adaptez-vous à l'autre. Donc une fois neutre, une fois non et une fois oui. Et regardez ce qui se passe. Non, une fois neutre d'abord. Une fois neutre d'abord. Juste pour sentir. Ok? C'est bête, hein? C'est bon? Ceux qui ont testé, asseyez-vous, je dis 2 mots pour finir. Voilà, Alex, il est trop fort. Puissant, Alex. C'est bizarre comme expérience, non? Alors, il n'y a rien de magique, qu'est-ce qui se passe? En 1 seconde, dès que votre cerveau entend une information négative, il bloque toute activité physiologique. C'est fini. Alors vous imaginez la puissance que vous pourriez gagner, messieurs. Je vais pas y arriver, ça va pas durer longtemps, tous les nœuds pas, quoi. Hein? Parce qu'en fait, c'est exactement ce que vous dit Laurenti. À chaque fois que je dis quelque chose que je ne veux pas, je suis en train de le fabriquer. Exemple. Surtout, ne pensez pas maintenant, surtout pas, à un éléphant rose. C'est clair? Et là, il arrive tous dans votre tête.
Donc à chaque fois que vous dites quelque chose que vous ne voulez pas, vous fermez le cerveau et vous êtes centré là-dessus. Par contre, si vous dites j'ai envie de ça, j'ai besoin de ça, oui, j'ai les éléments pour. Et si en plus j'ai le processus derrière, vous allez pouvoir gagner une énergie énorme. Et du coup, vous réfléchissez plus avec votre reptilien, mais avec votre cortex. Parce que là, vous ouvrez les chakras et c'est le cortex qui va trouver les solutions. Dès que vous êtes dans la négation, vous fermez tout, vous vous protégez, le cortex, le reptilien réagit et vous devenez des bêtes. Un peu connes parfois. Ok ? Donc je finirai sur une phrase toute simple, moi qui me guide depuis 25 ans. Et tous les jours, je me la répète. Parce que j'ai 55 balais, j'ai quand même 30 ans de ma vie avant, éduqué par des parents, commerçants, entrepreneurs, qui m'ont dit « Gamin, ça que dedans, bouge-toi le cul ». Et avec des messages très négatifs. C'est peut-être pas un hasard si ça m'a marqué pour la suite. Et donc, malgré tout, il faut quand même s'entraîner et se le redire tous les jours. Donc merci de me pouvoir permettre de vous le dire, parce que du coup, je me le redis en même temps. Et cette phrase, elle est magique. C'est une phrase de Mandela, vous voyez le mec ? Quelques années en prison, qui aurait pu en vouloir à la terre entière, quand même, avec tout ce qu'il a vécu. Et ce mec-là, il a une phrase qui dit la chose suivante. En tout homme, en toute chose, en toute situation, cherchez le meilleur et laissez le reste à Dieu, il y a suffisamment à faire. En tout homme, en toute chose, en toute situation, cherchez le meilleur, cherchez ce qui est bon, cherchez ce qui veut nous aider, cherchez sur quoi on va s'appuyer, comme un architecte qui cherche les points d'appui pour construire la future maison ou l'immeuble qu'il va avoir à faire. Le reste, il y en a, ils sont balèzes pour le faire. Dieu, lui, peut s'en occuper. Ce qui est extraordinaire, c'est que lui, non seulement il l'a dit, moi je ne suis qu'un causant, mais lui, il l'a fait. Dans un pays, à l'époque, qui était déchiré, avec des gens qui se tiraient sur la gueule, quoi. Donc plus on va construire une France où on va dire « espèce de con, t'as vu comment tu es ?» ce qu'on est quand même tous en train de vivre en ce moment, avec la fracture des gilets jaunes et des gilets rouges, on ne sait pas ce machin, etc., voire des bolets, machin, où on est toujours en train de décrire quoi ? On est dans une France de merde, avec des connards de merde, avec des systèmes de merde. Ben, plus on va fabriquer ça, plus on va fabriquer quoi ? Un bordel ambiant, puisque c'est ça qu'on regarde, c'est ça qu'on creuse, c'est ça qu'on développe. Et alors c'est extraordinaire, c'est que quand vous voyagez un petit peu à l'étranger, les étrangers vous disent quoi ? Vous savez que vous avez un des plus beaux pays du monde ? Avec la vie sociale la plus forte ? Avec l'hôpital, mon fils qui vit depuis 3 ans aux États-Unis ? Vous êtes malade là-bas quand vous faites ? Vous n'êtes pas soigné sur votre pognon, hein ? Monde médical, monde social, enfin, on a plein de qualités. Oui, il y a des ennuis. Oui, il y a des difficultés. Ok. On va déjà commencer à s'appuyer sur ce qui fonctionne pour sauver les difficultés. En tout homme, en toute chose, en toute situation, cherchez le meilleur chez les autres et en vous-même. Merci à tous. Belle journée à tous.